le journalisme, la presse congolaise, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est d'accompagner les pays. Pour l'instant, le pays est agressé. Nous n'avons pas intérêt de pouvoir publier des informations qui ne soutiennent pas soit les efforts du gouvernement, alors que demain, je ne sais pas, là où restera ma progéniture, demain vous ne savez pas là où vous allez laisser votre progéniture. Si aujourd'hui, demain, Goma tombe, parce que vous avez publié une information, parce que je publie une information, par exemple, pour pouvoir permettre à ce que Goma tombe, qu'est-ce que je vais gagner? La République démocratique du Congo est en guerre, mesdames, messieurs. Nous allons en parler aujourd'hui dans l'heure de la presse. Le regard des faits de journalistes qui sont toujours sur terrain en train de vivre et de vous reporter ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons donc analyser cet aspect des guerres, à la fois le déplacement de la population, l'appel du ministre de la Communication et le porte-parole de l'armée qui demande à la presse de travailler pendant cette période pour lutter contre la désinformation. Aujourd'hui, nous allons recevoir un journaliste. Il n'est pas nouveau, il est ancien, il est de l'école du journalisme. Amiral Senghor sera notre invité dans l'ère de la presse. Amiral, bonjour, surtout bienvenue. Merci beaucoup, cher Blaise. C'est tout un plaisir d'être à votre plateau. Il y a plusieurs contextes qui aujourd'hui se mélangent dans cette question de la guerre de l'Est de la RDC. Comment aujourd'hui on peut qualifier cette guerre, c'est toute cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Bon, en fait, la guerre qui sévit actuellement dans la partie Est, plus précisément dans le Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, en fait, c'est une guerre purement géostratégique. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes puissances, il y a des multinationales qui ont besoin de minerais, qui sont dans le sous-sol, le sol de l'Est de la République démocratique du Congo, entre autres les coltans, je sais pas, la castérite, il y a de l'or. Alors, de multipuissances sont en train d'utiliser le Rwanda comme étant des boucs émissaires, surtout de pays frontaliers avec la République démocratique du Congo. Et du coup, c'est le Rwanda qui est aux avant-postes, mais également l'Ouganda, mais sous anonymat, parce qu'il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, ce sont des puissances qui ne veulent pas nécessairement envoyer leurs troupes directement au sol. Et voilà ce que nous sommes en train de vivre. Et chose drôle, au lieu que ces puissances puissent venir directement vers la République démocratique du Congo, la RDC, qui dispose de ce minerai, ces puissances jugent mieux passer par des marchés noirs, des marchés opaques, qui est le Rwanda. Pourtant, si elle venait vers nous, je suppose qu'on pouvait conclure des contrats quand même d'exploitation gagnant-gagnant. Nous avons connu cette guerre depuis très longtemps. Ça n'a pas été la même chose, on peut le dire. Comment on peut qualifier la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? C'était d'abord Bunagana, la partie est, on se rappellera en 2012, la prise de Goma. Mais aujourd'hui, la guerre semble prendre aussi la partie Sud Kivu. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Oui, des choses sont en train de changer. Nécessairement, je sais que l'armée n'a pas encore usé de tous ses moyens pour faire la guerre comme il se doit, c'est-à-dire faire cette guerre-là asymétrique. À ce niveau, vous affirmez que l'armée ne s'est pas encore engagée avec tout. Non, l'armée ne s'est pas engagée encore avec tout ce que l'armée dispose. Non, l'armée ne s'est pas engagée avec tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire la guerre au M23. C'est ça, en fait. Parce que d'une part, il y a l'armée qui est en train de bombarder en un certain moment et puis elle observe une sorte de cessez-le-feu. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais on n'a pas encore observé 1 mois, 2 mois, 3 mois d'hostilité. On n'a pas encore observé 1 journée, 2 journées, 3 journées, 1 semaine d'hostilité sans cesse, voyez-vous. Mais il y a des temps, aujourd'hui il y a des combats, demain il n'y en a pas, après l'armée avance, l'armée recule, c'est-à-dire, d'une part, en tout cas l'armée ne s'est pas encore... ne s'est pas encore donné, ne s'est pas encore engagé nécessairement dans cette guerre. C'est ce qui fait d'ailleurs la communication du vice-premier ministre et ministre de la Défense, même le président de la République, comme quoi tout est mis en œuvre pour que la cité stratégique des sacs ne tombe, on met des rebelles, mais également est-ce que cela n'est pas un discours juste? Non, que ce soit un discours ou pas, mais... Disons mieux une chanson. Bon, c'est pas un discours, parce qu'au fur et à mesure que le président de la République est en train de mettre de côté cette option-là de négociation avec les rebelles, c'est-à-dire que le gouvernement de la République est conscient combien de fois, si ça qui est tombé, nécessairement c'est Goma qui tombe.
pardon, ça que c'est la cité stratégique, soit les derniers verrous pour devoir occuper Goma. Et vous imaginez, si le M23 pouvait s'emparer, par exemple, de la ville de Goma, nécessairement ça va changer de donne, ça va changer de force en termes de négociations. Et là, l'ennemi aura déjà de mots, ou soit des forces pour devoir exiger à Kinshasa des négociations. Voyez-vous, ce qui n'est pas actuellement envisageable, ce qui n'est pas facile, car en tout cas l'armée sera disposée, l'armée est obligée, comme le vice-premier ministre, c'est ce qu'il affirme d'ailleurs. En tout cas l'armée, le gouvernement n'a pas intérêt de pouvoir laisser Sake tomber, de pouvoir laisser les rebelles avancer sur Sake ou sur Goma. Donc nécessairement il y aura la guerre, une guerre conventionnelle, une guerre asymétrique. Et je pense que demain après-demain, au courant de ce mois, de cette semaine, pardon, l'armée va devoir se lancer dans la guerre comme cela. Les communs des mortels se posent une question. L'armée est en train de pourchasser l'ennemi en profondeur, mais aucune entité n'a été conquise jusque-là par l'armée congolaise. Bon, en fait, je suis pas le porte-parole de forces armées, mais je sais que en termes d'expérience, ou soit en termes de spécialité que nous avons, surtout en matière de guerre, en matière de géostratégie par exemple, il y a une chose que l'armée est en train de faire. En fait, l'armée n'a pas besoin de pouvoir engager beaucoup plus ses troupes sur le sol. Voyez-vous, l'armée ne veut pas exposer plus ses troupes, ses éléments sur le sol, alors que l'armée dispose de moyens pouvant répondre, pouvant faire la guerre à distance, comme la guerre actuellement de la Russie en Ukraine. Vous voyez, Moscou n'envoie plus ses troupes au sol, non. Moscou envoie juste des lances de missiles, c'est ce que l'armée est en train de faire. Il fait usage de son aviation, de ses drones, soit ses Sukhoi Su-25. Il y a également, c'est quoi encore, il y a même des lance-roquettes, ou soit de l'artillerie lourde, pour dire que l'armée est en mesure de bombarder à une distance de plus ou moins 5-10 km, ce que les rebelles ne disposent pas. Donc voilà pourquoi l'armée ne veut pas avancer sur le terrain, parce qu'elle veut neutraliser en termes d'effectifs des rebelles, pour que au finish de puissances, soit de pays qui sont en train d'agresser, qui sont en train de soutenir, puissent se rendre compte que non, en termes d'effectivité, nous n'avons plus de jeunes à pouvoir envoyer au front, nous n'avons plus d'hommes, parce que lorsque dans l'armée, il n'y a plus d'effectifs pouvant faire la guerre, nécessairement l'armée est en train de chuter. La deuxième partie de cette émission, on se concentre sur le travail du journaliste. Les ministres affirment, le porte-parole de l'armée affirme qu'il y aura même des informations par rapport à tout ce qui se passe, des informations sur la guerre. Comment vous analysez le travail des journalistes, surtout en cette période? Bon, il y a une chose, moi j'ai toujours, vous savez, vous et nous sommes comment je peux dire, nous sommes des collègues, nous sommes des camarades de l'université, nous sommes ici de l'école de journalisme et politique extérieure. Alors, certainement, vous savez, lorsque nous apprenons le journalisme, on a tendance à croire que tout ce que l'Occident fait, c'est ce qui est meilleur. On prend toujours pour modèle ce que l'Occident, soit les médias occidentaux sont en train de faire. Chose malheureusement, après que nous ayons fini les études en journalisme, nous avons compris que c'était de la manipulation pure et simple, surtout avec des cours de relations internationales, la théorie des négociations, c'est-à-dire il y a les médias, voilà, les lignes éditoriales des médias, vous savez, elles sont définies par la politique extérieure et la politique intérieure, pardon, la politique extérieure et la politique intérieure d'un État. Est-ce que la politique intérieure pour notre pays existe par rapport à ce que les médias devront faire pour... La politique intérieure existe, même la politique extérieure existe, mais il y a cette légèreté des lois pour ne pas mettre de pression sur le propriétaire des médias, sur les responsables, c'est-à-dire les rédacteurs en chef, les chefs de rédaction, c'est comme ça, pour devoir mettre en avant l'image positive de la nation, soit l'image positive du gouvernement. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que dans tout le pays du monde, quels que soient les médias, peu importe
ce qu'il représente. Il y a des lignes rouges, il y a des secrets d'État, il y a des secrets secrets défense, c'est-à-dire des informations sur lesquelles, lorsque vous les publiez, nécessairement l'État doit vous chercher. Entre autres, les informations en ce qui concerne la sécurité. On ne peut pas se réveiller le matin, midi, soir, un journaliste, parce que je suis amiral, vous êtes Blaise, vous disposez d'une information, un scoop, top secrète, et puis vous dites que non, vous allez mettre cette information au public sans devoir passer par les services, par exemple, compétents, les services. Donc pour vous, le concept de journalisme patriotique vous arrange aujourd'hui? Partout au monde, le concept journalistique, le concept de journalisme patriote, ça existe. Pourquoi? Tous les médias dans tous les pays travaillent aux côtés toujours du gouvernement. Non seulement aux côtés du gouvernement, lorsque vous alignez en dehors de ce que le gouvernement veut, c'est-à-dire vous ne voulez pas vous attaquer, vous alignez du côté de l'opposition. Non, voyez-vous, on peut critiquer certes le gouvernement, mais les journalistes, nous savons que nous ne sommes pas là pour mettre à nu ou soit aux vies aussi de tous des informations pouvant nuire à la sécurité de l'État, par exemple, soit à la sécurité nationale, voyez-vous. C'est une façon de se croire que non, on est super journaliste, on dispose d'un scoop, mais lorsqu'on dispose d'un scoop, qui va devoir, par exemple, mettre de l'huile sur le feu? Qu'est-ce que ça donne? La sécurité du journaliste, c'est les journalistes eux-mêmes. À ce niveau, nous allons laisser les internautes dans leur liberté de laisser leurs commentaires par rapport à cette question. Mais amiral, j'aimerais vous comprendre et peut-être avoir votre point de vue pour chiter dans cette émission. Que devra faire le journaliste exactement en cette période? Briser les principes du journalisme qui demandent aux journalistes de rester dans les faits ou suivre ce que Kinshasa propose? Il y a le journalisme, nous n'allons pas faire un travail extra. Non. Le journalisme, la presse congolaise, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est d'accompagner les pays. Pour l'instant, le pays est agressé. Nous n'avons pas intérêt de pouvoir publier des informations qui ne soutiennent pas soit les efforts du gouvernement, alors que demain, je ne sais pas, là où restera ma progéniture, demain vous ne savez pas là où vous allez laisser votre progéniture. Si aujourd'hui, demain, Goma tombe, parce que vous avez publié une information, parce que je publie une information, par exemple, pouvant permettre à ce que Goma tombe, qu'est-ce que je vais gagner? Ou soit, si aujourd'hui on changeait de nationalité, on s'est dit, bon, nous ne sommes plus des Congolais, nous devenons autre X, Y nationalité. Est-ce que ça va nous enchanter? Non. Restons toujours dans la logique. On peut rester pragmatique ou soit véridique dans les faits, dans la publication des faits, mais il y a ce qu'on appelle le penchant. Le penchant, c'est quoi? Rassurez-vous, la guerre en Ukraine, ne cherchez pas une information qui soutient un rapport ou soit une information en faveur de la Russie dans des médias occidentaux. Vous n'allez pas la retrouver. Pourquoi vous voulez maintenant que chez nous, on doit observer des trucs que je ne sais pas, du genre que non, on doit rester toujours. Non, c'est faux, archi faux. La politique étrangère d'un pays, la politique, ou soit les lignes éditoriales des médias sont définies par la politique étrangère d'un État, mais également la politique intérieure d'un État. C'est ce qui se fait en Occident. Vous n'allez pas chercher une information qui soutient jamais la Corée du Nord ou soit une information en faveur de la Russie dans des médias français ou soit dans des médias britanniques. C'est rare de trouver ce genre d'informations. Pourtant, tout ce que la Russie fait, par exemple, ce n'est pas toujours de rose. Tout ce que la Russie fait, ce n'est pas toujours du noir. Voyez-vous? Mais lorsque vous suivez des médias occidentaux, on vous montre que la Russie c'est l'enfer, la RDC c'est l'enfer, l'Est de la RDC c'est toujours l'enfer. Suivez même. Je ne vais pas citer beaucoup de médias comme ça, vous savez, il y a des médias, lorsqu'on parle de la RDC, c'est seulement la guerre, soit des violences politiques, soit des élections. On ne peut pas parler de la RDC parce qu'il y a un entrepreneur qui a créé par exemple un média qui engage 2, 5, 8, 15, 50, c'est jeunes comme ça, on ne peut pas parler de la RDC lorsqu'il y a de l'innovation par exemple. Non, on parle seulement de la RDC, souvent, faites une expérience, la guerre, c'est-à-dire l'insécurité, c'est-à-dire la guerre M23, les ADF, on parle de la RDC, il y a élection, on parle de la RDC lorsque, même les matchs, vous avez vu,
Pourquoi on n'a pas montré même des images Amiral Senghor, on va clôturer cette émission. Fin de l'émission, l'heure de la presse avec des journalistes. Cette émission reçoit les journalistes pour discuter, faire des analyses sur les questions d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne rien rater sur Kivu Morning Post. Portez-vous bien.